Hier, des manifestations qui ont eu lieu à New York, Washington, Boston, plus de 1500 rassemblements pour évoquer peut-être ce vent de contestation qui se lève aux États-Unis. Je suis toujours en plateau avec Guillaume Oda, Arlette Chabot et Maxime Yeddo. Je reçois aussi Randy Yaloz. Vous êtes avocat franco-américain, président de Republican Overseas France. Et à distance, Michel Ruimi, vous êtes économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Merci d'être avec nous. Alors, on est encore loin de la grande mobilisation des femmes au début du mandat de Donald Trump en 2017. Mais tant de manifestations en une journée, on n'avait pas vu ça depuis l'investiture. Vous vous dites quoi? Que le vent est peut-être en train de tourner, Randy Yaloz? Pas du tout. J'estime qu'on a les mêmes militants de gauche qui se manifestent aujourd'hui, qui depuis les débuts contre Trump. Pour moi, ça ne change rien. Ça fait partie de leur stratégie. C'est la première fois qu'on voit autant de manifestations. Oui, mais ça, la gauche a toujours se montré très active et ils arrivent à faire mobiliser beaucoup de monde quand il le faut. Et il faut rappeler aussi en 1980, avec l'élection des Monsieur Reagan, à l'époque, tout le monde l'a critiqué, même à droite et à gauche. Il y avait des manifestations à l'époque et il y avait ensuite une petite récession et ensuite, en 1984, il a été élu avec grande victoire en 49 États sur 50 et grande élection. Donc, on est dans la même optique aujourd'hui. C'est une politique un peu dure au départ. Monsieur Trump a une vision protectionniste, mais il faut savoir, les visions protectionnistes a fonctionné. Regardez l'Inde, regardez la Chine. Comment on peut devenir une puissance économique? C'est avec un protectionnisme mis en place. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Sud, le Taïwan, c'est la même chose. Aujourd'hui, M. Trump est en train de rééquilibrer les déficits commerciaux avec les différents pays qui ont pu bénéficier quand même des tarifs préférentiels depuis les mises en place de l'OMC avec l'administration Clinton depuis 25 ans. Il va créer un rééquilibre, aussi soit rééquilibrer les déficits commerciaux avec l'Europe, qui est autour presque des 450 milliards de dollars, dont, je dirais, 60 à 70% avec l'Allemagne. Au lieu de se dire, les Français, le gouvernement français, se dire, il faut regarder vers soi-même, peut-être mettre en place une politique qui renforce l'industrie, la base industrielle française vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la Chine. On peut regarder l'exemple au niveau des véhicules électriques. On a des mandats imposés aux Français de l'achat et aujourd'hui, il y a 12 millions de voitures aujourd'hui qui vont interdites dans les grandes villes de France, 12 millions suppression de la valeur, ça a un coût de milliards pour les Français, pour les particuliers, qui chacun chez soi va être interdit de circuler en France d'ici la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on dit? Au lieu de se dire que 90% de la marché des véhicules électriques sont dominés par la Chine. Donc, quelle optique on a? Et on parle des optiques aussi, des politiques vertes. On sait parfaitement que les véhicules électriques polluent. Donc, on est dans plein de contradictions au niveau politique. Il faut suivre, il faut savoir que la politique protectionniste accompagnée pour gagner des marchés, comme il est en train de faire pour l'Union, en même temps qu'il a les tarifs en place, il négocie des accords économiques individuellement avec chaque pays, il met en place des accords et ça leur permet de se positionner. Donc tout est parfait. Excuse-moi, non, c'est un pari qu'il doit faire aujourd'hui. Excuse-moi, la situation des Américains, la précarité, au lieu d'aller en avance, il s'est reculé. Il faut regarder ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la période des Biden. Oh, c'est parfait, excuse-moi. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Je veux dire qu'il y a une politique changement aujourd'hui qu'il faut regarder. Ça a marché dans l'histoire depuis plusieurs fois. Et M. Trump essaie de mettre en place, d'une part, une politique pour faire ramener l'industrie aux États-Unis. Qu'est-ce qui est le message qu'il envoie, par exemple, aux Allemands? Je vous dis un exemple. Parce que les Allemands sont le concurrent principal en Europe par rapport aux Américains. OK? Parce que c'est vrai. OK? Donc, on prend BMW, par exemple. BMW a des usines aux États-Unis. Donc, il va être en meilleure situation par rapport à la concurrence qu'est Mercedes. Mercedes n'a pas d'usine aux États-Unis et ça va poser de problèmes pour Mercedes. Mais qu'est-ce que ça va se passer? C'est que ça va pousser Mercedes comme BMW à construire des usines aux États-Unis, réinvestir. Rien ne le prouve. C'est un pari risqué. Non, c'est pas un pari risqué, c'est un pari qui s'est fait parce que chacun des pays s'est dit, moi je veux continuer à travailler avec les États-Unis, le marché américain c'est un des plus grands du monde, donc ils se disent, je veux travailler avec les États-Unis. Au début, il y aura des tarifs, des revenus tarifaires qui vont avec le temps. Ensuite, avec le temps,
il y aura des investissements, il y aura des usines qui vont s'ouvrir, il y aura plutôt des investissements et ça va se baisser. Si je vous posais juste la question sur savoir si c'est parfait, parce que même au sein, on va dire, de ceux qui sont d'habitude d'accord avec Trump, on pense au Wall Street Journal, qui est quand même conservateur, hier s'interrogeait sur le fait du président américain d'aller golfer après avoir pris de telles décisions. Et même Elon Musk, hier, a dit qu'il espère quand même que le président va infléchir sa position vis-à-vis de l'Europe, précisément aussi parce que pour Tesla, c'est un marché important. Donc, qu'est-ce qui vous indique que si vous voulez, les décisions qui vont être prises sont si parfaites que ça, quand même à l'intérieur de son propre camp, ça va poser problème? Je voudrais qu'on pose justement cette question à notre économiste qui est en Skype avec nous, Michel Ruimi. Est-ce que le pari de Donald Trump, il est risqué ou comme le dit notre invité, il a toutes les chances de fonctionner, les entreprises vont arriver? La grande difficulté de ce pari, c'est que, à supposer que toutes les entreprises viennent investir aux États-Unis, il y a le manque de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est toute la difficulté. La difficulté, par exemple, c'est TSMC, le microprocesseur, qui ne peut pas augmenter sa production parce qu'il n'y a pas de personnes qualifiées. Donc la grande difficulté, c'est certes, en théorie, tout va bien, 1 + 1 = 2. En pratique, c'est différent. La grande difficulté, c'est, première des choses, c'est au-delà. Éventuellement, je fais l'hypothèse que toutes les entreprises viennent, ou du moins une grande majorité d'entreprises viennent investir aux États-Unis. Il y a un problème de main-d'œuvre. Et la grande difficulté, c'est ça à court terme. À moyen long terme, peut-être cela peut marcher, mais ça ne verra pas, à mon sens, un changement radical ne pourra pas se faire, à mon sens, sur la mandature de M. Trump. Ça se verra sur une dizaine d'années parce que ce sont des industries lourdes, il y a des contrats, il y a des investissements à faire, et il y a surtout de la formation, et c'est cela qui est important. C'est pas d'avoir des usines, c'est aussi d'avoir la main-d'œuvre, parce qu'aussi, également, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a le problème de l'emploi aux États-Unis qui est très important. Alors Randy Yaloz, on l'a compris, vous soutenez la politique de Donald Trump, mais pourtant des voix républicaines commencent à s'élever. C'est le cas du sénateur conservateur et trumpiste Ted Cruz, qui s'est désolidarisé de la politique économique de Donald Trump. Look, I want this to succeed. Écoutez, je veux que cela réussisse, je veux qu'il réussisse, mais ma définition du succès est peut-être différente de celle de la Maison-Blanche. Ma définition de la réussite est d'abaisser considérablement les tarifs à l'étranger et d'entraîner une baisse spectaculaire des tarifs ici. Je crains qu'il n'y ait des voix au sein de l'administration qui veulent voir ces tarifs continuer pour toujours et à jamais, ils ne veulent pas les abaisser. Ils pensent qu'ils sont géniaux. Et ce qui me surprend particulièrement, je suis surpris par certains observateurs. Ils ne s'en prennent pas seulement à la Chine, ils ne s'en prennent pas aux mauvais acteurs, ils s'en prennent à tout le monde. Il rajoute que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump pourraient être terrible pour l'Amérique. Oui, intéressant en plus Ted Cruz, parce qu'il fait quand même partie parmi les républicains des hommes les plus conservateurs. C'est un dur, Ted Cruz, parmi les républicains, et ça a été un des premiers soutiens de Donald Trump. Il a été aussi ancien candidat aux primaires républicaines. C'est quelqu'un de tough, comme on dit aux États-Unis, un dur. Maintenant, il regarde aussi cette situation. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 jours? Les bourses mondiales ont dévissé. Le dollar a fléchi, les chaînes de valeur, elles sont ébranlées, les échanges sont plombés, les entreprises américaines, elles sont dans l'incertitude, les ménages médians aux États-Unis pourraient perdre 150 à 200 $ par mois, c'est-à-dire 2000 $ sur une année. Les ménages les plus modestes aux États-Unis seront les plus impactés parce que proportionnellement, ils consomment beaucoup plus de biens que de services, comme nous on le ferait ici avec nos téléphones, etc. Concrètement, l'Amérique est impactée, l'économie américaine est impactée, et je ne parle pas des retraités qui fonctionnent par capitalisation pour leur retraite et qui voient également leur retraite fondre comme neige au soleil. Donc là, encore une fois, je reprends la question de Maxime Liedo, ça n'est qu'une question de journaliste. Est-ce que vous considérez maintenant que véritablement c'est la meilleure option qui soit que d'ébranler le système mondial économique, quitte à avoir un impact aussi néfaste sur son propre pays? Il est où le America First là? Excuse-moi, America First. Tout le système économique avec l'OMC était basé sur une situation tarifaire au prix, au détriment de l'économie américaine depuis toujours. Il y avait toujours un déficit vis-à-vis de toutes les grandes économies du monde, que ce soit depuis pour la Chine, était protectionniste. L'Inde était protectionniste. Il faut savoir, en 2020, quand il a passé les tarifs à hauteur de 20% contre la Chine. Est-ce que vous connaissez MIT, c'est l'une des plus grandes universités aux États-Unis, a fait une étude depuis les 5 ans, depuis ça s'est passé. Vous savez quel impact il a sur le prix final, sur le consommateur? 0,07%
Donc, au lieu de dire que ça crée des écarts des prix importants, non, ça crée pas l'inflation. Ça récalibre les choses. Il a amené plusieurs centaines de milliards de dollars en recettes fiscale, douanière aux États-Unis, qui baisse aussi pour les contribuables les coûts au niveau des coûts du gouvernement. Il faut le savoir. Ça rééquilibre les choses. Ça remet en place une situation. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a laissez-moi terminer. Vous avez fait une grande explication des déclarations que j'estime. C'est très simple. Pour les ménages aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec cela, il va faire aussi réduire les impôts qui permettent aux contribuables à augmenter et de voir plus de pouvoir d'achat aux États-Unis en même temps pour compenser. Ensuite, il faut savoir que vous parlez des marchés américains. Il ne faut pas oublier, 88% de la richesse américaine est détenue par 10% de la population américaine, les plus riches. Les derniers 50% n'ont aucune part dans la bourse. Et les derniers 40%, c'est que les 40% détiennent 12% de la bourse. Donc, il y aura une redistribution aujourd'hui qu'on doit imaginer. La bourse va revenir, mais il y aura un chamboulement. Mais le chamboulement a eu lieu aussi avec M. Reagan. Tout le monde, comme vous êtes en train d'expliquer, la même chose s'est passée en 1980, 81, 82, et le retour de la prospérité aux États-Unis. On est dans le même pari aujourd'hui. On doit attirer les investisseurs. Regarde avec le Vietnam, il y aura aussi des réserves de dollars. L'Amérique a des dollars dont la Chine, le Vietnam, l'Inde, ils ont des réserves importantes de dollars. Le but, c'est aussi qu'ils puissent, après, par rapport aux négociations, qu'ils mettent les dollars dans les trucs, ça a baissé la valeur du dollar. Les prix des exportations américaines vont baisser et ils vont pouvoir vendre plus de produits. Ce qu'on comprend, c'est que, au fond, vous dites aux Européens, négocier avec Donald Trump. Il ne faut surtout pas prendre des mesures, des répliques, de rétorsion. Il faut discuter parce que, si je vous ai bien compris au début de votre intervention, il va revenir en arrière, Donald Trump. Il peut discuter, il peut abaisser les droits de douane qu'il a décidé. Moi, j'estime que Trump, il veut avoir une situation où il y a deux manières. Il veut avoir une tarification réciproque, mais aussi pour rééquilibrer les déficits commercial avec l'Europe. Donc, il y aura un travail à faire. Donc, il y aura des discussions. Est-ce que ça va être dans le secteur automobile? Est-ce que ça va être dans le secteur militaire? Etc. Il y aura une discussion qui va se passer avec les Européens pour rééquilibrer les choses. Avec les Européens ou il espère que chacun va moi, je pense, moi, je connais M. Trump. Les Européens, M. Trump a une tactique qui, vous savez, pour diviser pour mieux régner, hein, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on a compris, oui. Et il faut savoir... Les Allemands défendent leur beefsteak, les Français devraient faire la même chose parce que malheureusement les Français ne le font pas assez bien parce qu'ils sont toujours l'Europe. Quand il s'agit de défendre son économie, les Allemands focalisent sur l'Allemagne et c'est souvent ce qui est le cas en Europe, que chaque pays défend son beefsteak. Et c'est ça un peu les clés. Je pense qu'il faut réfléchir à la politique industrielle économique, les modèles qu'on a mis en place. Toutes nos industries sont parties à l'étranger. On a lieu de se dire comment nous, on peut faire comme l'Amérique, avoir un certain protectionnisme pour ramener l'industrie des secteurs. On a vu pendant les Covid, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur pharmaceutique, dans l'équipement médical, tout est parti à l'étranger. On n'avait pas de moyen de se procurer des équipements et les nécessités au niveau pharmaceutique. Alors, c'est le vrai problème de l'Europe, c'était le problème des États-Unis. Monsieur Trump l'a... Dites-moi. Non, pour le coup, d'un mot, mais je vous poserai une question très rapide. D'un mot d'abord sur le Covid, l'Europe a une réponse unie. Donc ça a permis aussi à un moment donné de développer un fonds qui a permis à chacun des États européens de se doter de vaccins notamment. Mais ce que je veux dire, c'est que en Europe, à tort ou à raison, que vous le déploriez ou non, la compétence de la négociation commerciale, elle revient à l'Union européenne et non pas aux États en tant que tels. C'est ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Espagne qui négocient chacun de gré à gré. C'est la Commission européenne qui... Donc c'est comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est que visiblement, M. Trump a refusé de recevoir Ursula von der Leyen. Donc moi, la question très simple que je vais vous poser, c'est: vous croyez à ce qu'engage Donald Trump? Pourquoi pas? Vous avez tout à fait le droit. Mais en combien de temps vous imaginez que les effets positifs vont se produire, à la fois pour l'Amérique et pour le monde entier? L'effet positif, j'estime que ça, quand vis-à-vis de l'Amérique, les uns et les autres vont être obligés de réagir. Donc, si l'Europe souhaite
être concurrentiel, il faudra réfléchir sa politique économique et industrielle et dire comment je vais faire pour pouvoir vendre plus de produits à moins de coûts et pouvoir être concurrentiel dans un marché aujourd'hui qui nécessite quand même un niveau tarifaire qui est concurrentiel. Il faut faire en sorte que la valeur de l'euro baisse pour que les taux d'intérêt baissent, pour que l'industrie puisse se réinvestir, avoir l'énergie moins coûteuse. Aujourd'hui, on a une politique énergétique qui est extrêmement chère et qu'on doit réfléchir par rapport à ce qu'on fait, parce que pour pouvoir... Pour racheter du gaz russe pour que ça coûte moins. Non, pourquoi? Vous avez assez de gaz. Excuse-moi, madame. Vous avez assez de gaz en Europe. En Roumanie, c'est comme les Texas américains. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant les 10 ans, il y avait assez de pétrole et gaz pour fournir toute l'armée allemande. Il y aura assez de gaz et pétrole pour l'Europe. Si vous voulez aller exploiter les gaz en Roumanie, vous aurez en Europe, vous avez assez de gaz et pétrole. On va poser la question à Michel Rumi. Michel Rumi, est-ce que l'Europe doit effectivement négocier avec Donald Trump, riposter? Et si c'est la négociation, est-ce que c'est secteur par secteur? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette Europe? Alors, première des choses, comme ça a été, il y a beaucoup de choses ont été dites et qui a été rappelé, c'est que la politique commerciale revient à la Commission européenne. Alors, aujourd'hui, il faut voir une stratégie de court, moyen, long terme. À court terme, l'Union européenne a peu de marge de manœuvre, elle devra négocier et donc peut-être trouver des exemptions secteur par secteur à définir en fonction de chacun. Donc c'est ça la première des choses pour essayer. La deuxième chose qui peut se poser, c'est que à moyen terme, après, il faudra peut-être se recentrer sur les forces vives du marché européen. Sur les États-Unis, la question qui se pose, c'est bien sûr, tout le monde envisage peut-être une récession, peut-être une inflation. La question, c'est la notion de temporalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit oui, il y aura une inflation. Certains aux États-Unis disent qu'elle sera temporaire. Mais c'est quoi le temporaire? Est-ce que ça va rester jusqu'en 2025 et en 2026 on rentre dans l'ordre, ou est-ce que ça peut durer? C'est toute la difficulté. Ce qui pose problème aujourd'hui dans cette nouvelle politique commerciale mise en œuvre, c'est qu'il y a des implications au niveau de l'inflation en termes de pouvoir d'achat et également en fait de ralentissement économique au niveau mondial. Et derrière, il y a surtout la notion de taux d'intérêt derrière, parce que de manière générale, lorsqu'il y a de l'inflation, on relève les taux. Et donc tout ça ne va pas faire relancer l'activité économique, mais plutôt va la ralentir. Et on risque d'arriver, et c'est un peu, j'espère n'être pas un oiseau de mauvais augure, vers une stagflation, c'est-à-dire une faible croissance avec des niveaux d'inflation assez importants. Et donc ça, c'est pas tellement bien. Donc l'Europe aujourd'hui, pour revenir, c'est qu'elle doit essayer de gérer un peu cette situation de telle manière que on puisse s'en sortir avec pas trop de dégâts. Alors, ce qu'il faut voir aussi également, vous avez commencé par les contestations aux États-Unis, ce reportage, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les responsables démocrates n'ont pas eu, on va dire, de mots vis-à-vis de Donald Trump. Il y a une certaine absence. Et aujourd'hui, il n'y a que Bernie Sanders et Alexandria Cortez qui essayent de se défendre. Mais le grand problème du Parti démocrate, c'est que ce sont des personnes âgées et qui ne voient pas, en fait, c'est pas quelque chose de jeune. Donc la contestation, en fait, la population dit, il faut se reprendre un peu en main et pour pouvoir essayer de faire face à certaines dérives là-dessus. Donc on voit qu'aujourd'hui, faut pas donner plus aux contestations, mais il faut quand même les considérer parce que à un certain moment, ce qu'il faut voir, c'est que l'année 2025 risque d'être difficile pour les États-Unis et pour le reste du monde. La question qui va se poser, c'est de cette notion, on revient de savoir, est-ce que la situation va être temporaire ou pas? Et donc, quelle va être la réaction des banques centrales? Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés, mais si on a des problèmes parce que quand on dit stagflation, c'est un mécontentement social, c'est une baisse du pouvoir d'achat, c'est du chômage en hausse, c'est une incertitude économique. Et comment les banques centrales, face à cette nouvelles incertitudes, vont gérer cette situation? Je voudrais, vous l'avez évoqué Maxime Nédou tout à l'heure, qu'on écoute l'intervention d'Elon Musk hier, qui avait une visio avec Matteo Salvini, l'italien, et qui évoque effectivement ce que vous disiez, ce libre-échange qu'il veut avec l'Europe. J'espère que l'on s'accordera sur le fait que l'Europe et les États-Unis devraient passer, idéalement selon moi, à une situation de tarif zéro, créant ainsi une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est ce que j'espère.
Et aussi, plus de liberté pour les gens de se déplacer entre l'Europe et l'Amérique du Nord, s'ils le souhaitent. S'ils souhaitent travailler en Europe ou en Amérique, ils devraient être autorisés à le faire. À mon avis, c'est en tout cas le conseil que j'ai donné au président. En 1 minute, parce qu'il nous reste très peu de temps, cette sortie d'Elon Musk, elle est complètement à l'inverse de la politique de Donald Trump. Pas du tout. La mise en place de la politique tarifaire des Trump est pour effacer les effets des tarifs douaniers de l'Union européenne pour faire zéro. Donc, en train d'expliquer, si l'Europe élimine tous ces tarifs douaniers, les Américains peuvent faire la même chose. On arrive à... Ah oui, c'est ce qu'il explique. Donc, il a la même politique que Trump. Abus, qu'on veut avoir une situation de libre-échange à 0,0. Comme ça, les Américains peuvent être concurrentiels sur le marché européen, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que les tarifs sont beaucoup plus importants et empêchent les... Regardez, vous n'avez pas des voitures américaines en Europe. Excuse-moi, très peu de voitures américaines en Europe par rapport à ce qui se passe. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a des tarifs douaniers très importants en Europe qui empêchent les Américains de venir sur le marché européen. Donc aujourd'hui, mais vous savez, les tarifs douaniers sont juste meilleurs. Madame, les tarifs. Messieurs Bernie Sanders, des démocrates, étaient pour les tarifs douaniers importants en 2008. Donc les démocrates ont soutenu l'augmentation des tarifs en 2008. À l'époque, il a dit. Vous constatez un défi. Ils sont venus crier leur colère à quelques encablures de la Maison-Blanche pour leur première grande mobilisation depuis le retour au pouvoir de Donald Trump fin janvier. Nous sommes une centaine à être venus en bus et en camionnette du New Hampshire pour manifester contre cette administration scandaleuse qui nous fait perdre nos alliés dans le monde entier et qui cause des ravages chez nous auprès de ceux qui sont dans le besoin. Ils sont en train de vider notre gouvernement, nos services, nos institutions et de démanteler le fondement de l'Amérique sur lequel nous reposons en tant que grande nation. Les coupes budgétaires dans l'éducation, la recherche et les aides sociales, mais aussi la hausse des droits de douane imposés au reste du monde, ont poussé ces Américains dans la rue. À Washington, les organisateurs attendaient 20 000 personnes, mais ont affirmé que la participation avait finalement été bien plus élevée. Pas suffisant pour cet employé originaire du Colorado. Je suis un peu fâché qu'il n'y ait pas plus d'Américains qui se bougent les fesses pour venir ici et manifester. Je pense que nous commençons à prendre de l'élan, mais il est temps que les gens se réveillent et comprennent vraiment où nous en sommes aujourd'hui et vers quoi nous nous dirigeons si nous n'y mettons pas fin. Scène similaire à New York, mais aussi à Los Angeles ou encore à Houston au Texas et jusqu'en Europe. Ce qui se passe aux États-Unis est le problème de tous. Nous ne pouvons pas défendre un allié, un pays avec lequel nous avons une relation spéciale si ces gens se comportent comme des tyrans et des autoritaires. Les problèmes des États-Unis deviendront les problèmes du monde entier. Et je pense qu'il est important que le Royaume-Uni se dresse également contre Trump. À Paris aussi, les manifestants ont investi la place de la République, tandis qu'à Berlin, c'est devant le siège de Tesla qu'ils se sont rassemblés pour montrer leur opposition au multimilliardaire Elon Musk, bras droit du président américain.